Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre 2016 et comme vous pouvez le constater, petite ambiance automnale en Alsace, même si cet après-midi le soleil fait quelques percées. Ce matin c'était gris et nous étions dans le brouillard. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter ma nouvelle coupe. J'espère que vous n'en douterez pas, c'est bien moi, Dit67, jardinier paresseux ou jardinier du potager paresseux. Voilà, petit gag, vendredi, on faisait une fête avec des gens qui m'ont toujours connu de toute leur vie avec les cheveux longs et j'ai voulu les épater un peu. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai jusque-là pas traité sérieusement la question qui est de savoir pourquoi je couvre le sol avec du foin. Alors la réponse à cette question est fondamentale puisque je pense que c'est l'un des apports les plus importants de ma façon de faire et en même temps c'est très difficile à illustrer, à expliquer. Beaucoup de gens pensent que la clé de la méthode, c'est de couvrir le sol. Et effectivement, dans beaucoup de vidéos, on vous parlera de paillage sans aucune distinction sur la qualité du matériau utilisé pour couvrir le sol. Or, ceci est un élément clé au point donc que sans doute petit à petit, je vais appeler ma façon de faire la phénoculture, du latin phénum, le foin qu'on retrouve, racine qu'on retrouve dans fenaison. Et donc pour bien insister sur le fait que l'optimum de mon point de vue, c'est de couvrir le sol avec du foin et non pas avec, entre guillemets, n'importe quoi. Mais je me rends compte que ce n'est pas du tout facile d'illustrer cela dans la mesure où ça fait appel à des mécanismes biologiques dans le sol et je suis bien évidemment totalement incapable de filmer ce qui se passe dans le sol. Et d'ailleurs très peu de gens photographient ou filment, je parle là de scientifiques qui pourraient peut-être s'en donner les moyens, les mécanismes qui alimentent le jardin. Donc ça reste pour une large part une question mystérieuse. Je vais quand même essayer de vous illustrer ma réflexion, même si cette approche sera peut-être un peu plus théorique que les autres vidéos. Ceux qui iront jusqu'au bout avec moi, je pense qu'ils ne le regretteront pas. Mais tout d'abord, un rapide flashback sur des choses qui ont été évoquées dans des vidéos précédentes. La couverture du sol telle que vous la voyez ici a 4 types de fonctions ou de rôles. La première, tous ceux qui ont regardé la futée jardinée ou jardinée futée s'en souviennent, c'est le contrôle de la levée des adventices par le blocage de la lumière, donc de l'énergie dont les plantes ont besoin pour croître. Donc ça, c'est le premier et le plus fondamental des rôles, c'est celui qui va nous permettre de cultiver le jardin sans travail du sol, sans avoir donc à lutter contre les adventices, donc sans biner, sans piocher, sans bêcher. Le deuxième rôle d'une couverture du sol, c'est de protéger le sol contre toutes sortes d'agressions et en particulier donc les agressions du climat.
le soleil et le vent qui vont avoir tendance à dessécher le sol, à évaporer l'eau, ou qui va manquer aux plantes, ou qui va aussi manquer aux organismes qui, en surface, sous cette couche, vont décomposer la matière organique et travailler le sol par leur activité. Champignons, bactéries, colamboles, vers de terre, etc. ont besoin d'un sol humide, sinon ils se mettent en vie ralentie ou, comme les vers de terre, s'enterrent plus en profondeur. Donc protection du sol pour que l'activité biologique soit maintenue même quand il fait très chaud, même quand il fait sec. Protection aussi du sol contre le choc, le bombardement que représentent les gouttes d'eau pour les petites particules du sol. Je vais refermer trop vite, mais vous voyez ces petits agrégats du sol, des gouttes d'eau qui tombent là-dessus, c'est un véritable bombardement qui va former une croûte en surface si on n'intercepte pas cette énergie. Alors, croûte plus ou moins marquée selon la nature physique du sol, moins dans des sols sableux, hein, d'où leur intérêt en maraîchage, plus dans des sols limoneux, dits battants, sur lesquels ces croûtes-là se formeront dès qu'après une pluie, ce sera de nouveau desséché en surface. Croûtes qui empêchent les circulations d'air, l'activité des organismes, etc. Donc, je résume, deuxième rôle très important d'une couverture, c'est de protéger le sol contre les agressions du climat et donc de rendre durable le travail d'amélioration du sol qui aura été fait par tous les organismes du sol qui travaillent à la place du jardinier paresseux. Le troisième rôle assigné à la matière organique du sol dans un système comme celui que je pratique, c'est de par sa décomposition, hein, donc quand cette matière organique se décompose, comme on peut le voir ici, là au niveau du contact sol-foin, là où c'est humide, donc il y a, lorsque la température est suffisante, une décomposition permanente de cette matière organique. Dans le langage courant, on dit souvent « ça pourrit ». Ça pourrit, ça veut dire qu'en fait, il y a des organismes qui travaillent, qui démantibulent toutes les molécules organiques complexes qui constituent cette matière organique et qui poussent cette décomposition jusqu'au bout extrême, c'est-à-dire on va retrouver là les éléments, les atomes, on pourrait dire, à partir desquels cette matière a été fabriquée. Donc, le foin, dans mon cas, ou la matière organique que l'on apporte, c'est en même temps l'engrais sous une forme donc, à décomposition lente, donc à diffusion progressive au fur et à mesure de l'activité de ces organismes. C'est donc cette décomposition qui va nourrir les plantes cultivées, ici le céleri derrière moi, le chou-fleur, ce cassissier et ma petite expérimentation d'asperges sans travail du sol. Donc c'est cet apport qui, lorsque le système est bien conçu, va permettre d'éviter tout apport de fertilisants, que ce soit des fertilisants minéraux chimiques typiques de l'agriculture conventionnelle, donc qui se dissolvent rapidement, donc à action extrêmement rapide et brutale. C'est une sorte de perfusion qu'on fait vis-à-vis des plantes, mais aussi des apports d'engrais parfois qualifiés de bio, d'écologiques, tels que le sang desséché, les cornes broyées, etc., qui vont
aussi se décomposer dans le sol pour apporter des éléments dont les plantes ont besoin. Donc ça, c'était la troisième fonction, nourrir les plantes, mais n'est pas nourrir directement, nourrir les plantes à travers les cycles des organismes vivants du sol, ce que l'on appelle, d'un nom un peu compliqué, les réseaux trophiques du sol. Tout ce qui est en trophe, autotrophe, hétérotrophe, réseau trophique, ça veut dire nourriture. Enfin, quatrième et dernier élément, et si je l'ai mis à la fin, c'est qu'à mes yeux, c'est de très loin le plus important, c'est aussi celui qui sera presque toujours occulté dans tous les discours. Dans une introduction à ma façon de faire qui s'appelait Le potager du paresseux Kesako, j'expliquais que je pouvais me prélasser dans mon transat dans la mesure où j'avais derrière moi plein d'organismes qui travaillaient pour moi. Donc des vers de terre, des colamboles, des tisanours, des champignons, des bactéries, etc., etc. Et en effet, c'est eux qui vont à la fois structurer le sol, comme vous pouvez le voir, hein, donc le rendre plus friable, le rendre plus grumeleux, et en même temps qui, à travers ces réseaux trophiques que je viens juste d'évoquer, vont transformer la matière organique pour apporter les quelques éléments dont les plantes ont besoin. Mais ces organismes sont ce qu'on appelle dans le jargon scientifique des hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont comme vous et moi. Ils ne peuvent pas juste se nourrir de soleil. Ça, c'est réservé aux plantes chlorophylliennes, aux plantes vertes. Elles, leur nourriture énergétique de base, c'est la lumière du soleil. Tout le reste, les organismes qui travaillent dans le sol pour moi, moi-même, nous sommes des hétérotrophes, c'est-à-dire que nous avons besoin de matière organique, tiens, par exemple ces haricots, matière organique qui a concentré l'énergie solaire stockée par les plantes et que je vais détruire, on va appeler ça manger et digérer, que je vais détruire en récupérant l'énergie, en rejetant le CO2 dans l'air, pour pouvoir fonctionner, vivre, maintenir ma température, bouger, me multiplier, machin, etc. Et c'est exactement ce dont tous les organismes du sol, hétérotrophes, ont également besoin. C'est-à-dire qu'avant de penser à nourrir mes plantes, il faut penser, en tout cas le jardinier paresseux, ou le jardinier futé, ou le jardinier relax, pense à nourrir les organismes du sol. Et donc, au lieu de leur apporter quelque chose qui a déjà été détruit et dont l'énergie est déjà partie en fumée, tel le compost, j'essaye de leur apporter de la matière organique dont ils peuvent se régaler et se nourrir et être en pleine forme et donc travailler, mixer mon sol, transformer les éléments du sol, aller pomper l'eau en profondeur, la ramener, lutter contre des organismes hétérotrophes eux aussi, mais qui sont des parasites, etc. Voilà tout ce qui se passe dans le sol. Et voilà pourquoi, de mon point de vue, la question de l'énergie vient avant même celle des apports et de la nourriture des plantes. Donc il faut reculer ce fameux débat autour de NPK et les oligo-éléments en un rang complètement accessoire. NPK, c'est le sel, le poivre et je ne sais pas quelle autre épice qui vous convient, la noix de muscade si vous voulez, de l'agriculture. C'est juste un peu de piment. Le fondamental, c'est la question énergétique. Les plantes captent la lumière, les organismes qui travaillent à la place du jardinier paresseux ont besoin d'être nourris, ont besoin d'énergie et ont donc besoin d'une matière organique fraîche qui convienne à leurs besoins.
Et c'est maintenant qu'on va pouvoir se pencher sur la question des différents types de couverture et j'espère pouvoir être clair et limpide pour vous. Alors, je vais passer très rapidement sur ces bâches en plastique. Si nous reprenons les 4 fonctions évoquées, bien sûr, cette bâche sombre va bloquer la lumière et donc, entre guillemets, étouffer les adventices qui se trouvent en dessous, vont donc maintenir la parcelle propre. La plante utile va pousser par le petit trou et puis voilà, c'est tout. Il n'y aura aucun apport d'éléments fertilisants pour les plantes, il n'y aura aucun apport de nourriture, il y aura une relative protection quand même contre les chocs de pluie et lorsqu'il s'agit d'une toile tissée comme celle-là, elle laissera passer l'eau. Ce n'est pas le cas de toutes les bâches. Certains films plastiques peuvent poser des problèmes. Lorsque ces fils sont sombres, ils peuvent aussi accélérer le réchauffement du sol et hâter la culture. C'est bien sûr des dérivés, ce sont bien sûr des dérivés du pétrole et donc de ce point de vue-là pose d'autres problèmes aussi de durabilité. Je n'en parlerai pas plus que ça, ça ne rentre pas, on va dire, dans ma problématique, bien que ce soit très couramment utilisé en maraîchage, maraîchage semi-conventionnel, éventuellement maraîchage intensif, aussi en bio, donc c'est tout à fait autorisé et utilisé. Le deuxième matériau qu'on rencontre surtout dans les espaces verts, ce sont les écorces. Il en existe des brutes, des plus ou moins calibrées. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de la couche de protection des arbres. C'est une substance particulièrement difficile à attaquer par les organismes vivants. C'est pour ça que l'arbre l'utilise pour se protéger contre toutes les agressions du climat, des parasites, etc. Donc, c'est un produit naturel. De ce point de vue-là, plus intéressant que la bâche plastique. Très durable, parce que cela va se décomposer très très lentement. Une bonne couche d'écorce, il y en a pour une dizaine d'années, même les champignons ne s'y attaquent que très très difficilement. Donc apport de nourriture pour les plantes négligeables, puisque ça se décompose tellement lentement que si les plantes devaient compter là-dessus, elles seraient mortes avant. C'est tellement pauvre aussi, il y a très très peu d'éléments minéraux, c'est presque tout du carbone et de l'hydrogène, donc pas grand chose à tirer de là pour les plantes. Pas de nourriture ou très très peu de nourriture pour les organismes du sol, même si en grattant des écorces on trouve des vers de terre en dessous, c'est simplement parce que les écorces maintiennent l'humidité. Donc bonne protection pour lutter contre les adventices, bonne protection contre les agressions du climat, donc soleil, vent, etc., choc des gouttes de pluie, mais matériau beaucoup trop lent dans sa décomposition pour apporter quelque chose aux plantes et rien à grailler pour les organismes vivants du sol. Les champignons, en 10-15 ans, ils trouvent leur compte, mais c'est négligeable. Alors, tout à fait autre chose, et il ne faut surtout pas confondre, donc, et le BRF, alors là, ce n'est pas du vrai BRF, c'est du broyat d'arbres et d'arbustes abattus là, il y a 8-10 jours et qu'on a quand même broyé. Le vrai BRF, je préfère le faire après la chute des feuilles. Je vous renvoie à Futé Jardiner, Jardiner Futé, pour toutes les explications. Ce BRF est donc essentiellement constitué de bois, donc un matériau assez pauvre en minéraux, un peu de potassium quand même, du calcium, essentiellement du carbone, de l'hydrogène, de l'énergie,
parce que se trouve là-dedans la sève ayant ou circulant dans les végétaux, et on a vu que très vite, après quelques semaines, ces morceaux de BRF sont attaqués par les champignons et donc servent déjà de nourriture aux champignons. Donc la première année, sous une telle couche de BRF, cet apport de substances qui normalement doit servir à la formation rapide des feuilles sur les arbres et les arbustes peut être détourné par les organismes du sol pour alimenter les légumes. Vous le retrouvez donc ici sous mes fraisiers, hein, donc une couche, et on voit très bien, je ferai un gros plan là-dessus par exemple, sur le développement des champignons qui décomposent assez rapidement cette substance pour ensuite en nourrir les plantes. Ici donc vous voyez très bien ces filaments de champignons blancs, hein, de basidiomycètes, qui sont les champignons qui décomposent assez rapidement ce BRF parce que c'est un matériau, on va dire, c'est le top pour eux. Ils trouvent là à la fois de la nourriture, de l'énergie et ce dont ils ont besoin pour se développer. Et ensuite, donc, la disparition progressive de ces champignons va libérer tous les éléments qu'ils ont assimilés, les minéraux qu'ils ont été chercher plus loin dans le sol, et ils vont mettre ça à disposition des plantes que le jardinier paresseux fait pousser. Je rappelle que du fait que ça va favoriser les champignons, cela va donner une tendance un peu acide, un fonctionnement de type acide du sol avec une dominante de champignons qui convient plus particulièrement aux plantes issues des forêts, donc aux plantes de type forestier. Au passage, bon appétit. Ah, il y a une petite limace qui a tenté sa chance. Alors ici donc, vous pouvez voir la dimension qu'a pris ce chou-fleur. Hein. Il faut presque 2 mains cultivées dans ce qui était une prairie recouverte donc durant l'hiver avec du BRF et plantée directement dans ce sol qui encore aujourd'hui est relativement dur, mais ça n'empêche absolument pas les plantes de réussir. Donc là, c'est l'illustration parfaite de cette énergie contenue dans le BRF, à condition que ce soit du vrai BRF et non pas du bois ou des plaquettes de bois pour nourrir les plantes. Alors, pour pas que vous croyiez que celui que je vous montre, c'est l'exception, voilà 2 pieds plus loin, un autre pied de chou-fleur, ou encore celui-ci. Hein. Vous pouvez les passer au scanner, vous verrez que ce n'est pas les mêmes. Voilà donc très rapidement pour ce qui est du BRF. Hein. Je vais quand même vous montrer l'intérêt du broyeur que j'utilise. Regardez, il force un peu quand il coupe les branches et du coup on voit que le bois est éclaté. Et évidemment, toutes ces fissures sont extrêmement favorables à l'attaque par les champignons. Ils vont en profiter pour s'incruster dans le bois et pour le digérer. Alors ce BRF, ce bois haché là à une dizaine de jours, donc évidemment cela ne se voit pas encore. Voilà, BRF donc a tout à fait sa place dans un jardin du paresseux, plus spécialement, on va dire, à dose importante pour les plantes issues d'un milieu forestier, donc essentiellement les arbustes, les fraisiers, etc., ou en dose plus fine, complétée par du foin, par des tontes de gazon, pour des légumes, comme vous l'avez vu, avec les choux-fleurs. Et rentrons maintenant dans le vif du sujet. C'est là que ça va peut-être être un peu plus difficile. Paille ou foin, quelle est la différence, me demandent souvent les gens.
Et je vais essayer de vous expliquer ça ici. Le foin, c'est de la prairie, ce qu'on appelle dans le jargon agronomique des graminées, ce que vous appelez de l'herbe, peu importe les mots. Fauché en général entre mi-juin, en tout cas chez nous, entre mi-juin et début juillet, au moment où ces graminées commencent à être en fleurs, ont formé des tiges, des pédoncules avec un épi tout au bout. Il y a aussi dans les prairies d'autres plantes à ce moment-là, du trèfle, et on trouve toute une série de plantes, des bleuets et que sais-je encore. Donc quand le paysan, l'agriculteur fait du foin, il fauche cela et il fait sécher et il enroule le tout ou le met en botte. Alors réfléchissons 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'une part, il y a des parties qui, avant d'être séchées, étaient vertes. Les parties vertes des plantes sont en quelque sorte l'usine fonctionnelle. Ce sont les feuilles et les feuilles tendres dans lesquelles tout un ensemble de mécanismes, machines fonctionnent en permanence pour faire la photosynthèse, pour respirer, pour construire des substances. Ce sont essentiellement à ce niveau-là des choses qui sont solubles, hein, parce que c'est en solution dans l'eau, dans le jus des cellules, que se passent tous ces mécanismes-là. Ensuite, quand la plante pense à arriver vers la fin de son cycle et commence à entrer dans la reproduction, les graminées vont faire des tiges et vont construire des épis et vont mettre les graines dans ces épis, graines dans lesquelles elles stockent suffisamment de substances sous une forme stockable, donc un concentré d'énergie pour la future germination quand cette graine tombera au sol. Et là, donc, la plante change complètement, on va dire, de mode de fonctionnement. La feuille, qui était tendre, fragile, parce que c'était une usine qui devait capter l'énergie, produire des choses qu'on peut froisser, frayer, déchirer, petit à petit, l'énergie qui s'accumulait là, les molécules qui se sont formées, vont fabriquer des éléments, des molécules, des fibres, telle la cellulose, de façon à ce que cette fine antenne se balaye au vent et tient l'épi là-haut. Donc là-dedans, on va avoir des choses beaucoup plus costauds. Il faut imaginer des fins filaments de ce qu'on appelle les fibres. Tout le monde sait que les fibres, c'est relativement indigeste, c'est beaucoup plus durable. C'est pour ça que dans notre alimentation, on essaye d'avoir des fibres pour éviter que l'on grossisse trop ou trop vite. Donc, un mélange complet de tout ce que la plante a pu tirer du sol, a pu pomper dans l'air. Quand il s'agit de trèfle, il s'agit aussi de l'azote de l'air. Et fauché, séché, et puis enroulé dans ma botte de foin. Cela change de couleur dans le foin du fait du dessèchement, mais il faut toujours imaginer que là-dedans, il y a tout, absolument tout, sauf l'eau, de ce qu'il y avait dans la prairie florissante, verte, qui a été fauchée. Donc ça, c'est pour le foin. On va maintenant en venir à la paille. Le blé, c'est à peu près la même chose. Le blé, il est ancré dans le sol. Alors j'ai trouvé plus que ce maigre bouquet qui traînait au bord d'un champ qui avait été cultivé et qui est un peu pourri, mais vous pouviez imaginer donc le beau blé blond juste avant sa récolte. Qu'a-t-il fait? Il a eu des feuilles qui sont encore là, qui, à la fin de la vie du blé, juste avant qu'on le récolte, se dessèchent, se vident de leur substance. Il a construit, comme la graminée que je vous ai montré, une tige
de façon à ce que les épis soient on va dire un petit mètre, 0,80, 1 mètre de haut, bien à la portée de la moissonneuse-batteuse. Enfin, il n'est pas suicidaire le blé, il ne fait pas ça pour faciliter la moisson, on sait qu'il a été sélectionné pour. Donc, et vient la moissonneuse-batteuse qui coupe donc la tige, on laisse les chaumes, donc la partie basse n'intéresse absolument pas l'agriculteur, ça va retourner au sol, se décomposer et restituer les éléments que ces chaumes renferment au sol. En haut, la moissonneuse-batteuse va casser l'épi, va en extraire le grain. Les glumes et les glumelles qui entourent ce grain tombent derrière la moissonneuse-batteuse. Le grain va dans la trémie et finira donc au niveau du moulin pour faire la farine, pour faire le pain, les pâtes et autres dérivés de céréales. Et il reste donc à l'arrière de la moissonneuse-batteuse des tiges que l'on appelle la paille. Donc ces tiges, comme vous pouvez le constater, sont creuses parce que le blé, il est économe. Il va constituer cette tige pour porter l'épi tout en haut avec le moins de substances possible parce que son objectif à lui, c'est de mettre toutes les substances utiles dans le grain. C'est le grain qui va assurer la perpétuation de l'espèce. Donc il met le minimum là-dedans, la tige elle est creuse, il y a essentiellement des fibres de cellulose placées sur la périphérie, c'est comme ça que c'est le plus costaud possible avec le moins de matière possible. Vous noterez que par exemple quand on construit des téléphériques en montagne ou des pylônes d'éoliennes, l'homme fait exactement la même chose, il ne met pas le fer au milieu, il met un tube creux. C'est comme ça qu'on obtient la résistance maximale avec le minimum de matière. Donc au plus tard maintenant, j'espère que vous allez comprendre que quand je paille dans mon jardin avec de la paille, j'apporte essentiellement de la cellulose, donc quelque chose dont les champignons et les bactéries pourront se nourrir, mais quelque chose qui est quand même un matériau très très pauvre par rapport à mon foin, dans lequel il y a tout, des substances azotées, les graines, la cellulose, des sucres solubles qui sont restés dans la partie de la plante desséchée. Donc en gros, du point de vue couverture du sol, la paille est grossière, laisse assez facilement, pour une même épaisseur, laisse assez facilement filtrer la lumière, donc sera un peu moins efficace que le foin, est un peu plus cellulosique, donc se décompose un peu moins vite que le foin, parce que là déjà c'est pas très nourrissant pour les organismes, pour les bactéries, les champignons, donc ils se nourrissent à peine, ils crèment un peu la dalle, ne sont pas aussi actifs que sur le foin. Le foin, de son côté, donc nourrira très très bien les organismes qui vont trouver là-dedans juste ce qu'il faut d'azote, de carbone et d'énergie pour bien vivre. Je résume toujours cela en une formule très simple. Donnez du foin à une vache ou à une chèvre et vous aurez du lait. Donnez-lui de la paille et vous verrez que cela fait la gueule et qu'elle ne donnera plus de lait. Au mieux, elle survivra. C'est ce qui se passe quand il y a des sécheresses. On peut nourrir les ruminants avec de la paille, mais ils sont rarement très productifs. Et voilà donc toute la différence. Vous apportez du foin et vous faites donc de la phénoculture, culture à base de phénome, le foin, vous faites de la phénoculture, vous enrichissez votre sol, vous nourrissez très bien les organismes du sol, la décomposition va apporter tous les éléments
dont les plantes auront besoin. Vous travaillez avec la paille, va vous apporter un matériau somme toute relativement pauvre, essentiellement de la cellulose, trop pauvre en azote, qui nourrira mal vos organismes du sol et dont la décomposition apportera peu d'éléments nutritifs utiles pour les plantes que vous voulez faire pousser, donc vos légumes. Là, vous avez un véritable engrais. Là, vous n'avez pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les organismes. Organismes qui vont même aller jusqu'à emprunter des éléments qui manquent là-dedans au sol, d'où le fait souvent observé que quand on paille de façon importante avec de la paille, donc, on a un effet dépressif la première année parce que les organismes ont été piqués, ce qui manquait là-dedans, hein, ce qui était dans les épis et qui est parti, vont aller piquer ça dans le sol. Du coup, les légumes que vous voulez faire pousser manquent d'azote notamment, de phosphore aussi, et puis de quelques autres éléments qui leur sont utiles. Alors que là, si vous avez un bon foin bien équilibré, cela y est. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop chiant avec ces explications. C'est pas simple à filmer, mais j'espère qu'au plus tard maintenant, vous comprenez que on ne peut pas pailler avec n'importe quoi. Il faut encore réfléchir à ce qui se passe au niveau du sol. Je répète que le jardinier paresseux est en fait un éleveur d'organismes vivants du sol. C'est les organismes vivants du sol qui jardinent à sa place et qui nourrissent les plantes à sa place. Vous leur donnerez rien à grailler, c'est comme si je vous donnais que du son de blé à longueur d'année. Je ne pense pas que je pourrais compter sur une activité débordante de votre côté. Là, un bon petit plat, bien équilibré, et je sais que je peux compter sur mes vers de terre, sur mes bactéries, sur mes champignons, sur mes colamboles. Il y a un peu de mélange là, donc je remets la paille du bon côté. Et voilà, question subsidiaire qui m'est souvent posée, que penser du carton? Alors là, ma réponse va être simple et brutale. C'est malheureusement une mode, et comme souvent les modes sur Internet, on peut faire du buzz avec n'importe quelle connerie, et en voilà une belle. Réfléchissons juste 2 minutes pour argumenter la réponse. C'est quoi le carton? Le carton, c'est du bois. C'est des troncs d'arbres qu'on a broyés, dont on a retiré les fibres, lavés avec un certain nombre de bains, pour ensuite coller tout ça et faire un carton. Ou ici, ce plateau pour mettre des œufs. Donc, essentiellement un mélange de cellulose et de lignine, donc des substances pauvres, qui ne contiennent plus grand-chose ni en azote ni en autres éléments, et qui par conséquent ne sont pas en mesure de bien nourrir les organismes du sol. Alors ça couvre très bien évidemment, ça bloque la lumière bien évidemment, et donc c'est très efficace au niveau contrôle des adventices. Quand ce sont des grosses plaques, je regrette que cela, si ça se plaque au sol sous l'effet des pluies du climat, cela va freiner les échanges gazeux, donc ça va contrarier un tout petit peu les processus aérobies, contrairement à la paille, contrairement au BRF, contrairement au foin. Essayez de respirer à travers un carton et vous m'aurez vite compris. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne solution, même si ça marche et même s'il m'est arrivé, en l'absence de foin et d'autres supports à un moment critique,
d'en utiliser parce que ça va se décomposer effectivement assez rapidement en l'espace d'une saison de culture et que ça apporte de la cellulose et en tant que tel, c'est un apport de substances organiques carbonées au niveau du sol au même titre que la paille ou au même titre que la sciure ou au même titre que ce genre de substances. Voilà. Non, ce que je regrette dans cette mode que j'ai qualifiée de stupide, c'est que pour moi, il faut regarder au-delà de son jardin. Il faut être dans un système qui est notre environnement. Et pour moi, la vocation du carton, c'est d'être recyclé en carton pour pas qu'on abatte d'autres arbres pour fabriquer du carton. Notre société est extrêmement cartonivore, notre consommation est importante et la filière est relativement bien constituée. Donc utiliser ce carton dans son jardin où c'est un mauvais matériau, alors qu'on a une filière qui permet de le recycler et d'éviter les destructions de forêts, d'éviter une industrie papetière qui est très très loin d'être propre. Voilà, donc je déconseille totalement le carton ou les dérivés du carton comme couverture du sol. Mode idiote qu'il convient de combattre et de sensibiliser les gens sur cette idiotie. Oups, j'ai failli oublier qu'on est en automne et que le soleil décline vite. Nous reste à dire quand même quelques mots rapidement des tondes de gazon. Alors, le gazon, c'est quoi? Quand il est tondu régulièrement, c'est de l'herbe extrêmement tendre. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit en introduction, on a là presque uniquement une usine qui ne s'est pas encore préoccupée de fabriquer des structures plus durables telles que les tiges, les épis, les graines, etc. Donc un matériau très très fragile avec des sucres solubles, des matières azotées, des enzymes, des protéines, de la chlorophylle, toutes sortes de molécules organiques fonctionnelles qui servent au fonctionnement de la plante et non pas encore des choses plus complexes, plus fibrées, plus polymérisées qui servent au stockage. Donc très naturellement, lorsque cette matière organique s'accumule, en plus, quand ça a été haché par la tondeuse, on a quelque chose qui s'apparente à un steak haché. Hein, donc des substances azotées, riches, des glucides solubles. Et donc, si vous accumulez cette matière-là, faites un petit tas de vos tonnes de gazon, vous revenez le lendemain matin et vous constatez que c'est déjà chaud. C'est déjà chaud, pourquoi? Pour une raison très très simple, c'est qu'à l'intérieur, très vite, les bactéries, qui sont les champions du monde de la vitesse de la multiplication, vont envahir cette substance qui leur est très favorable, vont prendre de vitesse les champignons qui ne sont pas à l'aise avec, qui ne sont pas à la recherche très exactement de ce type de substance. Ils cherchent plutôt cellulose et lignine. Et donc, on va assister à une décomposition très très rapide avec libération de tous les éléments contenus dans cette plante, donc tout ce que le gazon a tiré du sol ou de l'air, comme par exemple ici il n'y en a pas, mais quand il y a du trèfle, l'azote fixé par voie symbiotique, etc. Aussi il y en a quand même un tout petit peu de trèfle. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas à proprement parler une couverture du sol parce que c'est trop fragile, ça se décompose trop vite. C'est plutôt à considérer comme un engrais organique à décomposition lente comparé aux engrais chimiques directement solubles et donc capable d'apporter assez rapidement aux plantes des éléments nutritifs dont elles ont besoin. Alors à utiliser donc en couche fine après
que ce soit desséché, parce que sinon cette fermentation qui chauffe peut détruire vos légumes, et avec parcimonie en couches relativement fines. Si vous en mettez trop, vous pouvez avoir des légumes qui vont être en excès de fertilisation, et que la fertilisation soit chimique à base d'ammonitrate ou qu'elle provienne de la décomposition rapide par les bactéries de vos tonnes de gazon, une overdose d'azote restera une overdose d'azote et vous donnera des légumes trop développés, trop verts, trop fragiles, trop sensibles aux maladies et trop attractifs pour les parasites, genre pucerons, qui viendront se régaler là-dessus. Donc voilà, utilisez avec parcimonie. Une des façons, on va dire, intelligentes, sioux, d'utiliser ce matériau, c'est de combiner ce matériau donc riche en azote, très pauvre en cellulose, dans lequel il n'y a absolument pas de lignine, avec donc à décomposition très rapide, avec des matériaux trop lents, de type sciure, de type plaquettes de bois, BRF, de type paille, de type carton si vraiment vous voulez mettre du carton, et donc de combiner ces deux matériaux pour reconstituer une sorte d'équilibre tel que vous l'auriez naturellement dans le foin. Mélangé aussi avec les feuilles mortes qui sont un matériau assez voisin de la paille que j'ai un tout petit peu zappé, je me rends compte maintenant. Voilà donc pour ce rapide survol et ce qui me paraissait absolument indispensable pour que vous ne partiez pas de la très très mauvaise idée que pailler, c'est mettre n'importe quoi en surface de la terre. C'est même là une des clés de ma façon de jardiner. Et pour finir donc, revoilà le stock de foin. Et donc là, vous pouvez effectivement constater que si ça ressemble à de la paille de par la couleur, ça n'a rien à voir. Vous avez là-dedans des feuilles desséchées qui renferment encore absolument tout ce qu'il y avait dans la prairie verte dont est issu ce foin. Nous allons à partir de maintenant parler de phénoculture, phénome, le foin, phénoculture, le jardinage à partir d'une couverture du sol en foin. Pour faire plus phénoménal, on va l'écrire pH, un nouveau terme est né en live là avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il connaîtra un grand succès, on va peut-être se moquer de moi. Voilà donc ces quelques éclaircissements. Un peu plus difficile aujourd'hui de filmer ça parce qu'évidemment je voudrais pouvoir vous montrer ce qui se passe dans le sol, les organismes, les bactéries, les champignons, tout ce qui travaille. Tout ce beau monde qui fait le boulot à ma place et qu'il faut donc nourrir. J'espère que vous aurez retenu cet aspect. Je suis catastrophé, mais véritablement catastrophé à l'idée qu'on parle tout le temps de NPK, de nourrir les plantes. Personne ne pense sérieusement à la question de l'énergie et les organismes du sol. Même certains papes des méthodes, on va dire, alternatives, des méthodes plus biologiques. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des discussions sur cette question, comment mieux nourrir les vers de terre, comment mieux nourrir les bactéries, comment mieux nourrir les champignons, quelle est la différence entre carton, paille, terreau, foin, etc. Prochaine, je ne sais pas si mes cheveux auront repoussé d'ici là.